Bonjour, bonsoir tout le monde. Dans ce troisième épisode de Cinétude, on s'intéresse aux focales, ou longueur focale, ou encore distance focale. Ce mot vous dit peut-être quelque chose, surtout si vous avez fait un peu de photographie, ou il ne vous évoque possiblement rien. Pourtant, si vous avez déjà regardé des vidéos YouTube, ce qui est sans doute le cas, il est fort probable que vous ayez déjà entendu ce mot. Que vous vous soyez intéressé à des choses aussi diverses que le cinéma, bien sûr, mais aussi par exemple à la science. Pour ne citer que deux de mes vidéastes préférés, qui sont les boss de YouTube dans chacun de ces domaines, on a par exemple Une mise en scène qui, quand elle n'est pas simplement fonctionnelle, accumule les mouvements saccadés, les gros plans outranciers et les perspectives improbables à base de courtes focales. Et il a une focale qui n'est pas piquée des hannetons. Pourtant, je me suis rendu compte que même les gens qui avaient entendu ce mot au détour d'une chronique ne savaient pas forcément à quoi cela correspondait. Du coup, on va voir ça dans un premier temps, avant de voir en quoi les focales influent sur l'image et enfin pourquoi ça nous intéresse en analyse de film. Allez, on y va. Plutôt que vous expliquer assez maladroitement ce qu'est la longueur focale en termes d'optique, je vais tenter une approche plus pragmatique. La focale, c'est la caractéristique la plus importante lorsqu'on choisit un objectif. On peut les classer en trois grandes catégories, les courtes focales, les moyennes focales et les longues focales. On passe d'une courte focale à une longue focale en zoomant, et d'une longue focale à une courte focale en dézoomant. Mais attention, ne faites pas l'erreur de croire que changer de focale se résume à faire un plan plus ou moins gros sur le sujet. En effet, il est tout à fait possible de changer de focale tout en gardant la même échelle de plan. La preuve? Bah oui, il suffit de changer la distance de la caméra par rapport au sujet. Le petit chiffre que vous voyez en bas de l'image, c'est ça la longueur focale, ou souvent raccourci comme focale. On parle souvent d'une focale 200 mm ou 75 mm, 50 mm. Et pour éclaircir tout ça, on va faire un petit tableau. Voilà, donc je remets mes trois catégories, courte focale, moyenne focale, longue focale, et je rajoute deux extrêmes, la très courte focale et la très longue. La moyenne focale, c'est celle qui correspond plus ou moins à la vision humaine, et ça va de 35 mm à 55 mm à peu près. Les courtes focales, elles, vont de 24 mm à 35 mm. Les très courtes focales sont donc en dessous. Pour ces focales courtes, on parle de grand angle et d'ultra grand angle. Dans la famille des courtes focales, on peut notamment citer l'objectif de votre téléphone, ou alors ceux des caméras d'action type GoPro. De l'autre côté, on a donc les longues focales, qui vont de 55 mm à peu près 100 mm, et au-dessus ce sont les très longues focales. Les objectifs à longue focale, on appelle ça des téléobjectifs. Ce sont notamment des téléobjectifs qu'on utilise pour photographier les animaux, car on ne peut pas s'approcher trop près sous peine de les faire fuir. Comme je l'ai dit, quand on choisit une focale, l'échelle de plan n'est pas la priorité, sauf bien sûr impératif technique du style « Oh, je dois faire rentrer tout ce monument dans mon cadre, mais je n'ai pas assez de recul ». Mais bien sûr, ce qui va nous intéresser, ce n'est pas quand le choix de la focale est contraint techniquement, c'est bien sûr quand il relève du choix artistique. Et pour comprendre ça, il va falloir un petit peu voir comment les focales influent sur l'image. Grâce aux focales, on peut obtenir des images très différentes, et ce en gardant la même échelle de plan. Les focales vont intervenir principalement sur deux paramètres, la perspective et la profondeur de champ. Tandis que la focale moyenne, équivalent de la vision humaine, rend des perspectives proches de la vision humaine, puisque c'est équivalent de la vision humaine. Bref, la courte focale, elle, va avoir tendance à déformer la perspective en l'exagérant, tandis que la longue focale aura tendance à l'écraser. Petit exemple, si je veux rendre un couloir plus angoissant, j'ai intérêt à utiliser une courte focale afin de l'allonger et de donner l'impression qu'il sera plus difficile de s'en échapper. La profondeur de champ, c'est la zone nette de l'image, tandis que la courte focale aura une large profondeur de champ, c'est-à-dire une large zone nette, ce qui va permettre par exemple des actions sur plusieurs plans. La longue focale, elle, a une profondeur de champ assez faible, ce qui va plutôt permettre de jouer sur les flous d'arrière-plan, ou d'avant-plan, ou les deux en même temps. Petite note au passage, on appelle aussi le flou d'arrière-plan le bokeh. Enfin ça, c'est surtout en photographie, mais c'est bon à savoir. La longue focale et sa faible profondeur de champ permet aussi de jouer sur des changements de mise au point. Comme ça par exemple. Avant de passer à la dernière partie, quelques petites précisions. Si certes les longueurs focales influent sur la perspective et sur la profondeur de champ, ce n'est pas le seul facteur. En effet, des choses comme la taille de capteur ou l'ouverture du diaphragme peuvent aussi entrer en ligne de compte. Je ne vais pas développer ça aujourd'hui, mais ça me paraissait important de le signaler quelque part. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire comment tirer du sens de l'utilisation des focales pour analyser un film. Plutôt que de commencer dans la nuance, faisons-nous les dents sur un cas extrême, le fisheye.
Le fisheye, ou œil de poisson si on traduit, on va peut-être pas traduire du coup. C'est un objectif faisant partie de la famille des très courtes focales, autour de 8-10 mm à peu près. Il déforme tellement les perspectives que tout a l'air un peu arrondi. Une utilisation assez intéressante du fisheye est faite dans Requiem for a Dream, puisque la distorsion de l'image fait alors écho à la distorsion de la réalité perçue par les personnages qui ont pris de la drogue. Plus subtil, analysons un peu La haine de Mathieu Kassovitz. Ce film, pour comprendre comment les focales peuvent être utilisées au cinéma, c'est absolument génial. Son architecture entière repose sur une utilisation très intéressante des focales. Le film raconte l'histoire de 3 jeunes de banlieue menés par un Vincent Cassel absolument excellent, d'abord dans leur cité et puis ensuite à Paris. Grâce aux focales, dans ce film, Mathieu Kassovitz nous montre de manière purement cinématographique la nature de la relation entre les personnages et leur environnement. En effet, la première partie du film est tournée en courte focale. C'est la partie où les personnages évoluent dans leur banlieue. La profondeur de champ très large permet des actions sur plusieurs niveaux et permet aussi de montrer que les personnages sont à l'aise dans leur environnement. Ils le connaissent. D'autre part, la perspective exagérée peut aussi commencer à insinuer l'idée d'emprisonnement dans cette banlieue. Mais dès que Vincent Cassel et ses amis arrivent sur Paris, c'est la longue focale qui prend le dessus, ce qui nous permet de voir les personnages évoluer dans le flou, au sens propre comme au figuré. De plus, la perspective compressée de la longue focale nous amène aussi l'idée de la ville qui écrase de sa masse les personnages. Bref, je vous invite vraiment à aller voir ce film, déjà parce qu'il est super et en plus parce que j'ai un peu simplifié, et ce serait bien que vous puissiez voir toutes les nuances qu'apporte le travail sur les focales, par rapport notamment donc aux relations des personnages avec leur environnement, mais aussi des évolutions des rapports entre personnages. Un des plans les plus intéressants de La haine, c'est celui où les personnages arrivent sur Paris et où on a la transition de la courte à la longue focale. Ça se fait au sein d'un plan sans cut. Comme vous pouvez le constater, l'échelle de plan ne change presque pas, parce qu'il y a un travelling arrière qui compense le zoom de manière quasiment simultanée. Cet effet est appelé Vertigo Effect. C'est appelé comme ça parce que c'est la façon dont Hitchcock a retranscrit la sensation de vertige dans son film Vertigo, et je vous conseille aussi de voir celui-là. Le film d'Hitchcock a donc vu son nom associé au procédé qui permet de compenser un zoom par un mouvement de caméra. D'ailleurs oui, attention, car le zoom, ça ne fait pas partie des mouvements de caméra. Les mouvements de caméra, c'est tout aussi important, mais on verra ça la prochaine fois. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille de vous abonner à la chaîne pour ne pas le rater. Si vous avez aimé l'épisode, il faut le partager un maximum, c'est très important. Vous pouvez aussi bien sûr laisser un pouce bleu en bas de la vidéo, et avant de se quitter, le petit clap. Avec le bouton du haut pour aller voir la chaîne, celui-là pour aller voir un autre épisode, et celui-là pour s'abonner. Voilà, on se retrouve bientôt sur Seven Art. D'ici là, portez-vous bien, et puis clap de fin. Bonjour. Oui, bonjour. Astérix, il est là? Astérix. Et pourquoi pas Obélix pour nos poussiettes? Attends, tiens. Arrête, vite, viens vite, t'as pas vu, je ferai un truc là. Putain, t'es vraiment relou.